Fort bonjour. Au sommaire, aujourd'hui, la situation dans la zone de conflit, les initiatives politiques internationales, les scandales retentissants et la politique d'immigration. Examinons les détails et analysons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Commençons par la zone la plus tendue sur la ligne de contact. La situation dans la région de Pokrovsk reste critique et suscite de vives inquiétudes tant du commandement ukrainien que des observateurs internationaux. Les troupes russes ont intensifié leurs opérations dans cette zone, progressant avec succès dans les zones urbaines et élargissant leur zone de contrôle dans cette région stratégique de l'oblast de Donetsk. Selon les données du ministère russe de la Défense, publiées ce matin, les troupes sont entrées dans la banlieue de Pokrovsk, ont consolidé leur position et s'efforcent de détruire les formations ukrainiennes encerclées près de la gare et de la zone industrielle. La partie ukrainienne conteste ces affirmations, insistant sur le fait que les troupes tiennent leur position dans des conditions très difficiles et ont repoussé une tentative des forces russes de couper la principale voie d'approvisionnement depuis la ville voisine de Rodinskoye au nord. Des données cartographiques indépendantes du projet Deep State montrent que les troupes russes ne contrôlent qu'une petite zone au sud de Pokrovsk, tandis que la majeure partie de la ville reste un territoire contesté. Cependant, la dynamique de la semaine dernière est alarmante. La carte des opérations militaires a subi des changements importants et la zone de contrôle russe s'est considérablement étendue. Les experts du groupe de réflexion Institute for the Study of War notent que les forces russes continuent d'intensifier leurs opérations offensives à Pokrovsk et dans ses environs afin de s'emparer de la ville et d'effondrer la poche défensive ukrainienne. Si ces informations sont confirmées, la chute de Pokrovsk sera la plus importante acquisition territoriale de la Russie depuis la prise d'Avdiivka au début de 2024, qui a fait suite à l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre. Avant le début du conflit, en février 2022, Pokrovsk comptait environ 60 000 à ses habitants, dont la plupart ont depuis quitté la ville. La prise de cette localité fournira à la Russie une base essentielle pour de nouvelles avancées vers Kramatorsk et Sloviansk, les deux plus grandes villes ukrainiennes restant sous le contrôle de Kiev dans l'oblast de Donetsk. C'est l'objectif principal de la campagne de Moscou dans la direction Est. Les analystes estiment que la direction de Donetsk restera le principal vecteur de l'offensive hivernale de la Russie afin d'obtenir un résultat tangible d'ici le printemps 2026. Le commandement ukrainien est sévèrement critiqué tant au niveau national que par les experts militaires en raison de décisions tactiques que beaucoup considèrent comme inefficaces et risquées. Les accusations portées contre le transfert de petits groupes d'unités spéciales ukrainiennes vers des positions exposées sont particulièrement vives, ce qui les expose à un danger mortel sans le soutien, la couverture et le camouflage nécessaires contre les drones ennemis. Selon l'agence Reuters, citant des sources, des unités de la direction principale du renseignement ukrainien ont été transférées à Pokrovsk au début de cette semaine en raison de l'intensification des combats afin de stabiliser la situation. Le 1er novembre, une source du renseignement militaire ukrainien a confirmé aux médias ukrainiens Ukrainska Pravda que les mesures de stabilisation impliquant la direction principale du renseignement sous la direction de son chef, Kirilo Boudanov, se poursuivaient à Pokrovsk. Cependant, ces actions ont suscité une vague de critiques. Le célèbre journaliste ukrainien et combattant de la garde nationale, Yuri Boutousov, qui a critiqué à plusieurs reprises les actions de l'équipe du président Zelensky, a qualifié le transfert des forces spéciales de renseignement à Pokrovsk de grave erreur tactique. Selon lui, dans les conditions de la guerre moderne où les véhicules aériens sans pilote dominent, le déploiement de 2 détachements de soldats dans une zone ouverte et criblée de balles à la vue des drones ennemis est une preuve d'incompétence. Il affirme que la percée de la zone de destruction n'est possible que par une manœuvre furtive invisible pour les drones, et toute action ostentatoire est immédiatement enregistrée par l'ennemi, après quoi une frappe est lancée sur les positions par tous les moyens disponibles, y compris des bombes aériennes guidées pesant jusqu'à 1,5 tonnes.
Boutoussov a également exprimé des doutes quant à la capacité des forces de la direction principale du renseignement transférées dans la ville à changer radicalement la situation, pour laquelle plusieurs brigades et régiments de troupes régulières se battent déjà férocement. Le journaliste a qualifié ce qui se passait d'opération de relations publiques visant à dissimuler les pertes réelles et à créer une illusion de contrôle de la situation. Dans le contexte de ces événements, les agences officielles ukrainiennes ont lancé une enquête pour déterminer les causes des pertes parmi les troupes et rechercher les responsables. Le groupe de troupes ZES des forces des armées ukrainiennes a officiellement reconnu que, à la suite d'une frappe combinée de missiles et de drones dans la région de Dnipropetrovsk au cours du week-end, des frappes avaient été menées sur les positions des forces de défense. Et malheureusement, des pertes ont été enregistrées parmi les militaires. Actuellement, les forces de l'ordre compétentes enquêtent sur les circonstances, notamment pour déterminer si les ordres du commandant en chef et de l'état-major général des forces armées ukrainiennes concernant l'alerte rapide à la menace de missiles, l'interdiction du rassemblement de personnel et la tenue de réunions en plein air, ainsi que le déploiement dans des zones non désignées à cet effet, ont été respectés. Cette enquête pourrait avoir de graves conséquences en matière de personnel au sein du commandement militaire ukrainien. La situation est aggravée par les déclarations d'anciens hauts fonctionnaires. Vitali Deinega, ancien vice-ministre de la Défense ukrainienne, a déclaré que Pokrovsk était en fait déjà perdu, ce qui signifie que le maintien de Mirnograd, ville voisine, n'a plus de sens et n'entraîne que des pertes inutiles. Il a suggéré que les rapports de l'état-major général qui arrivent au bureau du président Rubankova pourraient contenir des informations inexactes sur la situation réelle et a appelé au retrait immédiat des troupes pour sauver la vie de parachutistes et de fusiliers marins très motivés. Selon lui, si personne ne signe prochainement l'ordre de retrait des troupes de Pokrovsk et de Mirnograd, l'Ukraine pourrait se retrouver dans une situation où non seulement un nombre important de combattants sera perdu, mais aussi où il n'y aura personne pour combler la brèche sur le front, et les fortifications creusées à la hâte, à l'arrière, tomberont rapidement devant l'ennemi. Ces avertissements créent une atmosphère d'inquiétude croissante quant à la capacité du commandement ukrainien à gérer efficacement la défense de cette zone critique du front. La situation sur le front reste extrêmement instable et les deux parties continuent de concentrer des forces et des ressources importantes dans les points critiques de la zone de conflit. Selon le ministère russe de la Défense, dans la nuit du 3 novembre, des frappes massives ont été menées contre les infrastructures militaires et énergétiques ukrainiennes. Un aérodrome, une base de réparation et des installations gazières ont été touchées. Moscou a également fait état d'avancées dans la région de Kupiansk, affirmant avoir chassé les troupes ukrainiennes de plusieurs positions fortifiées, bien que Kiev insiste sur le fait que les unités russes n'ont pas encore atteint le centre de la ville et que les contre-attaques ralentissent leur progression. Le conflit entre dans sa 4e année sans signe d'affaiblissement de l'intensité des combats. Passons maintenant à un incident inquiétant survenu à la frontière entre la Russie et l'Estonie, qui a provoqué de fortes tensions diplomatiques et soulevé des questions sur la sécurité dans la région de la Baltique. Sur le fleuve Narva, qui constitue la frontière naturelle entre les deux États, un patrouilleur du service frontalier battant pavillon de la société militaire privée Wagner a été aperçu du côté russe. La vidéo de ce navire a été publiée par le ministère estonien des Affaires étrangères le dimanche 2 novembre sur le réseau social X, accompagnée de photos, ce qui a immédiatement suscité une protestation officielle et une discussion au plus haut niveau de sécurité nationale à Tallinn. Dans son message, le ministère estonien des Affaires étrangères a utilisé une formulation acerbe. Wagner retourne-t-il à Moscou ou commence-t-il cette fois à Saint-Pétersbourg ? Difficile à dire. De notre point de vue, il semble qu'ils aient annexé le service frontalier russe. Qui sait ? Cette rhétorique sarcastique reflète la gravité avec laquelle les autorités estoniennes perçoivent l'incident. Les représentants estoniens affirment que cet épisode pourrait témoigner d'une déstabilisation croissante
et de contradictions internes au sein des structures de pouvoir russes, ou qu'il s'agit d'une provocation délibérée visant à tester la réaction des pays de l'OTAN face à l'utilisation inhabituelle de la symbolique des sociétés militaires privées par des organes étatiques officiels. Le ministère estonien des Affaires étrangères a déjà adressé une demande officielle au ministère russe des Affaires étrangères exigeant des éclaircissements sur l'apparition d'un navire battant pavillon de mercenaires sur le fleuve frontalier. Cependant, malgré les demandes officielles, la partie russe n'a fourni aucun commentaire officiel ni explication sur ce qui s'est passé au moment de la publication de ces informations. Ce silence soulève en soi des questions et des soupçons supplémentaires. La situation est particulièrement préoccupante dans le contexte où l'utilisation de la symbolique Wagner par les structures officielles russes pourrait indiquer soit une perte de contrôle du pouvoir central sur les unités de pouvoir régionales, soit une provocation sanctionnée par Moscou. Cet incident est devenu l'un des moments les plus emblématiques et les plus inhabituels dans l'histoire déjà complexe des relations entre les deux pays et a considérablement accru les préoccupations de l'alliance de l'OTAN concernant la sécurité dans la région de la Baltique. L'Estonie, en tant que membre de l'OTAN, a un accès direct aux mécanismes de sécurité collective de l'Alliance et tout incident à ses frontières est examiné dans le contexte de la sécurité de l'ensemble de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Les experts notent que l'apparition de la symbolique d'une société militaire privée sur un patrouilleur frontalier officiel est un cas sans précédent et pourrait indiquer un estompement des frontières entre les structures militaires étatiques et non étatiques en Russie. Il est important de rappeler le contexte historique de cet incident. En juillet 2023, des combattants du groupe Wagner, dirigés par Evgeny Prigojine, ont organisé une soi-disant marche de la justice sur Moscou, une rébellion armée qui était dirigée contre les dirigeants militaires russes. Cette rébellion a été réprimée en l'espace d'une journée après la conclusion d'un accord entre Prigojine et les autorités dont les détails n'ont jamais été entièrement divulgués. Quelques mois plus tard, en août 2023, Evgeny Prigojine est mort dans un accident d'avion dans la région de Tver dans des circonstances que de nombreux observateurs ont jugées suspectes. Après la mort de Prigojine, les structures de Wagner étaient officiellement censées être dissoutes ou intégrées aux forces armées régulières de la Russie. L'apparition de la symbolique du groupe Wagner sur un patrouilleur frontalier officiel plus de 2 ans après ces événements, à proximité des frontières d'un pays membre de l'OTAN, est perçue comme un signal extrêmement inquiétant et une démonstration du caractère imprévisible de la situation au sein des structures de pouvoir russes. Passons aux importantes nouvelles géopolitiques qui pourraient avoir un impact significatif sur l'équilibre des forces en Europe. De nouveaux événements liés au soutien militaire à l'Ukraine se déroulent dans la politique internationale et proviennent d'une source inattendue. La Serbie, qui se positionne traditionnellement comme un pays militairement neutre et entretient des liens historiques étroits avec la Russie, a fait une offre sensationnelle à l'Union européenne que l'on qualifie déjà de percée diplomatique. Le président Alexander Vučić, dans une interview accordée à l'un des médias politiques allemands les plus influents, Cicero, a déclaré que les entrepôts militaires sur un Serbe étaient littéralement remplis de munitions, y compris un grand nombre d'obus de mortier, et a proposé à Bruxelles de conclure un contrat à long terme pour l'achat de tous ces produits. Nos entrepôts sont pleins de munitions et nous en produisons encore plus, notamment des obus de mortier. Nous produisons plus de munitions que la France, a déclaré Vučić, soulignant les capacités de production de l'industrie de défense serbe. Cette affirmation peut sembler exagérée, mais la Serbie est en réalité l'un des plus grands producteurs de munitions de la région, ayant hérité d'une importante industrie de défense de l'époque de la Yougoslavie. Selon les estimations des experts, l'industrie de défense serbe est capable de produire des dizaines de milliers d'obus d'artillerie de différents calibres par mois, ce qui fait du pays un fournisseur potentiel important dans un contexte où l'industrie de défense européenne a du mal à augmenter sa production pour répondre aux besoins de l'Ukraine. Vučić a reconnu que la Serbie produisait plus de munitions que de nombreux grands pays européens et s'est déclaré prêt à partager ses ressources avec l'Europe pour renforcer la sécurité dans la région.
Je ne veux pas être perçu comme quelqu'un qui fournit constamment des munitions aux belligérants, mais l'Europe a besoin de munitions. J'ai donc proposé à nos amis de l'UE de signer un contrat de vente avec nous et de prendre tout ce que nous avons. Ce serait une contribution phénoménale que nous pourrions apporter à la sécurité européenne, a expliqué le dirigeant serbe. Ce qui est particulièrement important, c'est que, interrogé directement par un journaliste sur la possibilité que la Serbie autorise l'utilisation de ses obus en Ukraine, Vučić a répondu le plus franchement possible: les acheteurs peuvent en faire ce qu'ils veulent. Cette formulation donne en fait le feu vert au transfert de munitions serbes aux forces ukrainiennes par l'intermédiaire d'intermédiaires européens, ce qui indique indirectement la possibilité de livraison d'armes dans la zone de conflit. Vučić a souligné que pour Belgrade, l'essentiel était d'avoir un contrat à long terme qui permette aux entreprises de défense serbes de planifier leur production pour les années à venir et d'assurer une charge de travail stable aux usines. Nous avons juste besoin d'un contrat à long terme pour pouvoir planifier. J'ai toujours dit que la Serbie est un pays militairement neutre, mais nous sommes tout à fait prêts à coopérer avec les armées européennes, a déclaré le président. Il a cité en exemple la coopération militaire déjà existante avec les pays européens en Afrique, en Asie et sur d'autres continents, exprimant l'intention d'étendre ce partenariat. Vučić a ajouté « J'attends toujours une réponse de l'Union européenne à ma proposition », ce qui indique que les négociations sont à un stade préliminaire et qu'aucune décision finale n'a encore été prise. Cette déclaration a été un signal important dans les cercles diplomatiques et a suscité une discussion active tant à Bruxelles qu'à Belgrade. Il est important de noter que la position de Vučić représente un changement notable de rhétorique par rapport à ses déclarations précédentes. En mai 2025, Vučić disait encore que la Serbie ne vendrait pas de munitions si elle soupçonnait qu'elles étaient transférées en Ukraine. Mais aujourd'hui, sa position est devenue beaucoup plus souple et pragmatique. Ce revirement peut être dû à plusieurs facteurs. Les intérêts économiques de la Serbie, la volonté d'améliorer les relations avec l'Union européenne dans le contexte de l'intégration européenne, ainsi que la pression des partenaires occidentaux. Il convient de mentionner qu'au printemps 2025, le service russe de renseignement extérieur a accusé les fabricants serbes de produits de défense de livrer secrètement des munitions à l'Ukraine. Malgré la neutralité déclarée de Belgrade, la partie russe a affirmé que plusieurs grandes entreprises du secteur de la défense serbe étaient impliquées dans des livraisons utilisant de faux certificats d'utilisateur final et des intermédiaires. Vučić a immédiatement démenti ces accusations. Des informations similaires avaient déjà été publiées en 2023 lorsque des documents du Pentagone divulgués indiquaient que les forces ukrainiennes pourraient avoir reçu des munitions serbes d'une valeur d'environ 800 millions d'euros par l'intermédiaire de pays tiers. À l'époque, Vučić avait également rejeté ces allégations et le Premier ministre d'alors, Miloš Vučević, avait défendu le droit de la Serbie de vendre des armes à des acheteurs occidentaux qui pouvaient ensuite les transférer à l'Ukraine. La déclaration officielle actuelle de Vučić légalise en fait ce système et le fait sortir de la zone grise pour l'introduire dans le domaine diplomatique ouvert. Si un accord est sondé conclu entre la Serbie et l'UE, cela pourrait considérablement renforcer les capacités des forces ukrainiennes à mener des opérations militaires, compte tenu notamment de la grave pénurie de munitions d'artillerie à laquelle l'Ukraine est confrontée tout au long des années 2024 et 2025. L'industrie de défense européenne n'a pas encore atteint les volumes de production nécessaires et les produits serbes pourraient combler en partie ce déficit. Les analystes estiment qu'en cas de conclusion d'un contrat, les premières livraisons pourraient commencer dès le premier trimestre 2026. Dans le contexte du conflit international, des informations inhabituelles et dramatiques sont apparues concernant 2 soldats de Corée du Nord qui ont été faits prisonniers par les forces ukrainiennes lors des combats dans la région de Koursk de la Fédération de Russie. Ces prisonniers de guerre ont exprimé un souhait inhabituel. Ils demandent à être envoyés non pas dans leur pays d'origine, la Corée du Nord, ni en Russie, mais en Corée du Sud.
L'agence de presse sud-coréenne Yonhap a rapporté cette information, citant des défenseurs des droits de l'homme qui ont rencontré les militaires dans un camp de prisonniers de guerre près de Kiev le 28 octobre. Le chef de l'organisation des transfuges nord-coréens, Chang Se-yul, qui a organisé cette rencontre, a confirmé que les prisonniers avaient effectivement exprimé le souhait de s'installer à Séoul lors d'une conversation avec un producteur de films documentaires sud-coréen qui visitait le camp. Selon lui, des responsables ukrainiens ont déclaré que les 2 soldats se trouvaient dans un état de crise psychologique grave et avaient tenté à plusieurs reprises de se faire du mal, ce qui a nécessité la mise en place de mesures de précaution spéciales pour prévenir les suicides. Fait inhabituel, les défenseurs des droits de l'homme ont rapporté que des portraits dessinés à la main du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un étaient accrochés au-dessus du lit de l'un des prisonniers, ce qui pourrait témoigner soit d'un profond lavage de cerveau idéologique, soit d'une tentative de démontrer sa loyauté dans un contexte d'incertitude. Lors d'une conversation avec un producteur de films documentaires sud-coréen, les soldats ont parlé de leurs besoins actuels et ont exprimé l'espoir d'une aide humanitaire et d'un éventuel transfert en Corée du Sud. Par l'intermédiaire du producteur, ils ont transmis une liste d'articles demandés, comprenant des médicaments pour les yeux, des vêtements chauds, des pantalons, des cigarettes, des stylos et des livres. Ces demandes dressent le portrait de personnes en état d'inconfort physique et psychologique, essayant de s'adapter à une toute nouvelle réalité après avoir été faites prisonnières. Cette situation reflète la complexité et la diversité des participants au conflit et pose à la partie ukrainienne et à la communauté internationale des questions complexes sur la gestion des problèmes humanitaires liés aux prisonniers de guerre de pays tiers. Il convient de rappeler qu'en janvier 2025, le président Volodymyr Zelensky s'était adressé directement à Kim Jong-un pour lui proposer un accord. Kiev était prêt à renvoyer les prisonniers nord-coréens en échange de l'aide de Pyongyang à l'organisation d'un échange et à la libération de soldats ukrainiens détenus en Russie. Cependant, aucune réponse n'a été reçue des dirigeants nord-coréens et cette initiative n'a pas abouti. Pendant longtemps, la Russie et la Corée du Nord ont catégoriquement nié les informations concernant la présence de militaires nord-coréens dans la zone de conflit aux côtés des forces russes. Cependant, en avril 2025, un moment important s'est produit. Le président Vladimir Poutine a publiquement remercié la Corée du Nord pour l'aide qu'elle apporte à Moscou, sans toutefois préciser la nature de cette aide. Cette déclaration a été interprétée par de nombreux observateurs comme une confirmation indirecte de la coopération militaire entre les 2 pays. Selon les estimations de divers services de renseignement, entre quelques milliers et 10 000 militaires nord-coréens pourraient avoir été transférés en Russie pour participer à des opérations militaires ou assurer des fonctions logistiques. La capture de 2 soldats prisonniers constitue pour la première fois une confirmation physique de cette présence et ouvre la possibilité d'obtenir des renseignements sur l'ampleur, l'organisation et les objectifs du contingent militaire nord-coréen. Le sort de ces 2 prisonniers reste incertain. La Corée du Sud ne s'est pas officiellement exprimée sur la possibilité de les accueillir, bien que le pays dispose d'une législation et d'une infrastructure pour travailler avec les transfuges de la RPDC. Chaque année, plusieurs centaines de Nord-Coréens se réfugient en Corée du Sud, en passant par des pays tiers et y suivent un processus d'adaptation et d'intégration. Cependant, le cas des prisonniers de guerre capturés dans la zone d'un conflit international est sans précédent et nécessitera une réglementation diplomatique et juridique spéciale. Les experts notent que Séoul agira avec prudence afin de ne pas compliquer des relations déjà tendues avec Pyongyang et de ne pas créer un précédent qui pourrait être utilisé à des fins de propagande. Passons maintenant aux événements de politique intérieure en Russie, où un grave scandale social est en train d'éclater. Le député de l'Assemblée législative de la région de Sverdlovsk, Vyacheslav Wegner, a exprimé un avis extrêmement controversé, selon lequel les femmes victimes de violences sexuelles et enceintes à la suite de ce crime devraient mener leur grossesse à terme et accoucher, puis confier les enfants à l'éducation d'autres familles.
En substance, il s'agissait d'un appel public aux Russes qui se trouvaient dans l'une des situations de vie les plus tragiques qu'une personne puisse rencontrer. Selon la logique du député, il existe aujourd'hui en Russie un grand nombre de couples sans enfants qui sont sur les listes d'attente pour l'adoption depuis des années et qui rêvent d'avoir un enfant. Ainsi, selon lui, une femme qui porte un enfant non désiré conçu à la suite de violences peut rendre une autre famille heureuse en lui donnant le bébé après la naissance. Vénière a particulièrement souligné que les psychologues professionnels devraient transmettre cette idée aux femmes en difficulté dans le cadre de consultations. Dans son commentaire initial, il a déclaré « Tout ce qui concerne le viol concerne un nombre de cas relativement faible et la question doit être résolue au cas par cas. Si c'est psychologiquement impossible pour une femme, alors le médecin ou le psychologue explique qu'il s'agit d'une vie et qu'aujourd'hui d'autres ont besoin de cette vie. » Ces mots ont immédiatement suscité une vague de critiques et d'indignation dans la société, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les défenseurs des droits de l'homme, les psychologues, les avocats et les personnalités publiques ont unanimement condamné la déclaration du député comme inhumaine, déconnectée de la réalité et démontrant une incompréhension totale du traumatisme vécu par une victime de violences sexuelles. Les critiques ont souligné que la proposition de Wegener déplace en fait la responsabilité du crime du violeur vers la victime, l'obligeant à supporter les conséquences physiques, psychologiques et sociales de l'acte criminel d'autrui pendant 9 mois de grossesse et d'accouchement. Plus tard, confronté à une avalanche de critiques, le député de l'Oural a tenté d'atténuer sa position et de s'expliquer en déclarant que ces mots avaient été mal compris et sortis de leur contexte. Il a assuré qu'il n'excusait en aucun cas les criminels et ne minimisait pas la gravité de leurs actes. Vénière a insisté sur le fait que son intention était seulement de protéger le droit à la vie d'une vie qui venait de commencer, en s'appuyant sur des principes moraux et religieux. De plus, le député a fait une autre affirmation controversée, déclarant que les gènes du père du criminel ne sont pas transmis aux enfants, ce qui, d'un point de vue scientifique, est absolument faux. Le matériel génétique est hérité des 2 parents biologiques, quelles que soient les circonstances de la conception, bien que les traits de comportement soient façonnés par une interaction complexe entre la génétique, l'épigénétique et, surtout, l'environnement social de l'éducation. Cette histoire a suscité un large débat public sur les droits des femmes, l'éthique, les questions de reproduction, la psychologie du traumatisme et le rôle de l'État dans la résolution de problèmes sociaux aussi complexes. De nombreux commentateurs ont fait remarquer que la proposition du député ignore complètement le danger physique de la grossesse et de l'accouchement, le traumatisme psychologique de la nécessité de porter un enfant né d'un violeur, la stigmatisation sociale à laquelle une femme peut être confrontée, ainsi que les conséquences psychologiques à long terme qui peuvent poursuivre la victime tout au long de sa vie. Les psychologues soulignent que le fait d'être contrainte de mener une grossesse à terme après des violences sexuelles peut aggraver le syndrome de stress post-traumatique et entraîner de graves états dépressifs, voire des idées suicidaires. Les experts juridiques ont noté qu'en Russie, l'avortement est autorisé en cas de viol jusqu'à 22 semaines de grossesse, ce qui reconnaît le droit de la femme à choisir dans cette situation. La proposition du député implique en fait de limiter ce droit par le biais de pression et de manipulation psychologique, ce qui est contraire au principe du consentement éclairé en éthique médicale. Les défenseurs des droits de l'homme ont également attiré l'attention sur le fait qu'il existe un grave problème en Russie concernant le faible taux d'élucidation et de punition des crimes sexuels. Et au lieu de se concentrer sur la protection des victimes et la punition des criminels, le député propose de faire porter aux femmes enceintes les souffrances de leurs souffrances. Enfin, examinons les changements majeurs dans le domaine de l'immigration en Russie, où l'on observe un renforcement du contrôle et la mise en œuvre d'une double stratégie. Les services de sécurité de Moscou et de la région de Moscou mènent une opération à grande échelle sous le nom de Code illégal 2025, visant à identifier et à expulser les migrants illégaux qui se trouvent sur le territoire du pays sans les permis de travail
et les papiers de résidence nécessaires. Au cours de la dernière période de référence, environ 7000 personnes ont été expulsées du pays avec une interdiction d'entrée à long terme. Parallèlement, la police de la capitale a enregistré plus de 10 000 infractions administratives liées à diverses violations de la législation sur l'immigration, allant de l'absence d'enregistrement à l'emploi illégal. En outre, 748 affaires pénales ont été ouvertes dans ce domaine, notamment des affaires d'enregistrement fictif, d'organisation de l'immigration illégale et de falsification de documents. Cette campagne s'inscrit dans une tendance plus large au renforcement de la politique migratoire de la Russie, qui a commencé à se dessiner après une série d'incidents retentissants et dans un contexte de demande publique croissante de contrôle des flux migratoires. Les raids et les rafles sont menés non seulement à Moscou et dans sa région, mais aussi dans d'autres grandes villes du pays, notamment Saint-Pétersbourg, Yekaterinbourg, Kazan et Novosibirsk. Selon les estimations des experts, si les taux actuels d'expulsion se maintiennent, jusqu'à 50 000 migrants illégaux pourraient être expulsés de Russie d'ici la fin de 2025, ce qui aura un impact notable sur le marché du travail, en particulier dans les secteurs de la construction, du commerce et des services, où la part de la main-d'œuvre étrangère est traditionnellement élevée. Cependant, parallèlement à ces mesures répressives, la Russie met en œuvre une politique totalement différente à l'égard d'une autre catégorie de personnes. Les autorités ont annoncé qu'elles étaient prêtes à reprendre les anciens citoyens de l'Union soviétique qui sont restés vivre dans les pays baltes, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et dans les pays d'Europe centrale après l'effondrement de l'URSS en 1991. Le député de la Douma d'État, Leonid Slutsky, qui dirige le comité des affaires internationales, a déclaré qu'après plus de 30 ans, la Russie était prête à reprendre nos compatriotes qui, par le cours des événements, se sont retrouvés hors du pays en 1991. Slutsky a même précisé quels spécialistes étaient particulièrement demandés dans la Russie moderne et pourraient trouver un emploi après leur retour. Selon lui, le pays a besoin d'ingénieurs qualifiés de diverses spécialités, de professeurs de langue et de littérature russe pour les écoles et les universités, ainsi que de personnes sérieuses de toutes les générations. Médecins, scientifiques, spécialistes des technologies de l'information et autres professionnels hautement qualifiés. Le député a souligné qu'il s'agissait de personnes qui sont inscrites au registre consulaire des représentations diplomatiques russes à l'étranger depuis des années et qui expriment ouvertement le souhait de retourner dans leur patrie historique, mais qui se heurtent à divers obstacles, allant des obstacles bureaucratiques aux obstacles financiers. Slutsky a ajouté que même s'il n'y avait pas de tension actuelle envers la population russophone dans certains pays baltes, où une politique d'assimilation linguistique et culturelle est menée, la Russie devrait elle-même inviter activement ces personnes et les aider à revenir. Il a qualifié cela non seulement d'un devoir humanitaire envers ses compatriotes, mais aussi d'une solution pragmatique pour renforcer le capital humain du pays. Ainsi, la Russie mène une politique migratoire à deux niveaux manifestement dualistes. D'une part, elle renforce considérablement le contrôle de l'immigration de travail illégale en provenance des pays d'Asie centrale, du Caucase et d'autres régions, en expulsant activement les personnes sans papier et en durcissant les règles de séjour. D'autre part, elle invite délibérément à revenir d'anciens citoyens soviétiques instruits et culturellement proches des pays européens, en leur offrant diverses formes d'aide au déménagement et à l'adaptation. Les experts notent que cette stratégie reflète la tentative des autorités russes de résoudre les problèmes démographiques et la pénurie de personnel qualifié, non pas par une immigration de travail massive, mais en attirant des personnes considérées comme culturellement et valeurs proches. Selon des estimations préliminaires, entre 300 000 et 400 000 personnes vivent dans les pays baltes et s'identifient comme russes ou russophones et pourraient envisager de s'installer en Russie si les conditions sont favorables. Afin de stimuler ce processus, les autorités russes élaborent des programmes d'aide spéciaux comprenant une obtention simplifiée de la citoyenneté, une aide à l'emploi, des subventions au logement et une compensation des frais de déménagement. Une attention particulière est accordée à l'attraction de jeunes spécialistes et de familles avec enfants
qui pourrait apporter une contribution à long terme au développement économique et démographique des régions de Russie. Ceci conclut notre revue des événements clés de la journée. Nous constatons comment la situation tendue dans la zone de conflit, les initiatives diplomatiques inattendues, les scandales de politique intérieure et les transformations migratoires façonnent un tableau complexe du monde moderne. Suivez nos publications pour rester informés des événements les plus importants. Merci de votre attention. D'accord.